Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cette étude dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Une étude qui, comme ça, quand on la regarde un petit peu de manière très superficielle, très rapidement, quand on fait la revue de la littérature scientifique, on regarde plein de titres comme ça, et puis en fonction du titre, on va ensuite regarder l'abstract, c'est-à-dire le résumé, et puis en fonction du résumé, on va ensuite regarder tout l'article. Bon. Et quand on regarde le titre, il est accrocheur quand même. On a l'impression que, alors ça parle de l'état de stress post-traumatique, vous savez que c'est une forme de trouble anxieux un peu particulier qui arrive après un traumatisme majeur, en général soudain, et en général impliquant un risque de mort pour soi-même ou pour les autres. Mais enfin, les critères sont sujets à changement et à débat, mais peu importe. En gros, c'est le fait de développer un trouble anxieux sévère après un état de stress aigu et avec une symptomatologie un petit peu particulière dont les petites particularités justement sont la reviviscence, c'est-à-dire vraiment revivre la scène, pas se souvenir, mais vraiment revivre la scène traumatique et avoir des cauchemars qui sont vraiment revivre aussi la scène pendant la nuit, pendant un cauchemar, la scène traumatique ou des légers dérivés de la scène traumatique. Bref, on n'est pas là pour rentrer dans le détail de la sémiologie de l'état de stress post-traumatique. C'est un trouble relativement fréquent, relativement sous-diagnostiqué parce qu'on ne cherche pas toujours les caractéristiques spécifiques de l'état de stress post-traumatique, mais bon, ok, c'est quand même un enjeu de santé publique malgré tout, quoi. Bon. Et donc, comme tout enjeu de santé publique, l'idée c'est d'essayer de trouver un traitement qui puisse être efficace pour cet enjeu de santé publique. Ok. Et là, les gens sont proposés de voir, après 2 ans de suivi, est-ce que les thérapies cognitives et comportementales ont montré une efficacité. Bon, c'est une sorte de psychothérapie, en général relativement brève, ce qu'on appelle les TCC, thérapies cognitives et comportementales. Bon, alors il y a différents types, etc. Bon, puis on voit la conclusion, on saute à la conclusion, on dit cette étude souligne que les thérapies cognitives et comportementales peuvent être un traitement efficace de l'état de stress post-traumatique, vraiment dans les services carrément d'urgence, vraiment dans l'urgence, quoi. Voilà, donc voilà, on nous vend le truc comme ça. Bon, on est content. Ensuite, on regarde un petit peu quelle a été la méthode, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme méthode pour faire cette étude. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le groupe contrôle, parce que là, ils se disent que c'est une étude randomisée, d'accord, contrôlée. C'est-à-dire qu'on a tiré au sort des gens, puis on les a attribués à différents groupes pour pouvoir comparer l'efficacité entre les groupes, entre la psychothérapie type TCC et puis autre chose. Et alors, c'est quoi autre chose? C'est quoi ce groupe contrôle? À quoi on compare les TCC? Et alors là, on est surpris, peut-être aussi un petit peu déçu. Le groupe contrôle, c'est WL, Wait List, liste d'attente. C'est-à-dire qu'on va comparer des gens qui vont avoir une psychothérapie, qui vont être aidés, qui vont être soutenus, qui vont avoir des échanges avec des êtres humains, les êtres humains vont montrer envers eux de l'empathie, ils vont leur consacrer du temps. Bref, il va y avoir tout un effet bénéfique de cette relation bienveillante qui va durer plusieurs heures, etc. Et on compare ça avec rien. Et on pense pouvoir montrer un effet des TCC. Ben on ne peut pas. Ce qu'on montre là, c'est l'effet d'être compassionnel, bienveillant, passer du temps et de consacrer du temps à des êtres humains en souffrance. Ah oui, ça c'est sûr que ça marche. Ça a été démontré depuis très longtemps. On le sait depuis très longtemps que s'occuper des gens, c'est mieux que de ne pas s'occuper des gens. Bon. Alors, cet article est publié dans un journal qui est un journal très intermédiaire en termes entre guillemets, de qualité, qui s'appelle Depression and Anxiety, mais c'est un journal de deuxième ligne, quoi. C'est pas un journal, c'est pas ce qui se fait de mieux en psychiatrie, loin de là. Bon, donc c'est normal. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette étude, elle a été financée. Il y a des financements à cette étude. Comment on peut financer ce type d'étude? Premier point. Parce que ça sert à rien, en fait. À rien. Ça, moi, c'est très bien d'avoir... Enfin, c'est très bien, non. Je suis en empathie avec les gens qui ont fait cette étude et tout. Je pense qu'ils ont voulu bien faire, mais on peut le mettre à la poubelle, quoi. Ça ne nous apporte rien comme information.
Donc, comment on peut financer ce type d'études, je ne comprends pas. Et comment on peut avoir l'idée de faire ce type d'études encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas compris dans la méthodologie, pourtant évidente? Qu'est-ce qui n'est pas compris? C'est pas très compliqué à comprendre que ça ne sert à rien de comparer des gens chez qui on va vraiment donner du temps, de l'empathie, de l'énergie, de la bienveillance, à des gens à qui on va rien donner du tout, à qui on va dire bah, tu attends sur la liste d'attente. On verra après. Il y a un effet placebo, entre guillemets placebo, parce que c'est plus subtil que du placebo. Il y a un effet bénéfique évident de la relation d'un côté et un effet nocebo de l'autre. On te mettra sur les attentes, on verra plus tard. On s'occupera de toi plus tard. Comment voulez-vous ne pas voir de différence? Bon. Donc, voilà, ça sert à rien, ce type d'étude. Il faut arrêter de faire ça. Et dites-vous bien que quand on fait la revue de la littérature scientifique, tous les jours ou toutes les semaines, eh bien, il y a, pour les études sur les psychothérapies, 8, 9 ou 10 études sur 10 en fonction, qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite les mettre à la poubelle. Ça ne nous apporte rien. Bon. Et pour les études de thérapeutique médicamenteuse, il y en a 2, 3, 4 sur 10 qui ne nous apportent rien par des biais méthodologiques qui sont problématiques. Qui nous apportent en tout cas pas suffisamment d'informations, pas autant d'informations qu'on aurait aimé avoir si les choses avaient été faites correctement. Donc bon, voilà, c'est un peu frustrant. Les titres et les conclusions sont souvent plus accrocheurs que la réalité du papier, mais enfin c'est ainsi. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est une petite curiosité comme ça que vous avez peut-être appréciée. Si c'est le cas, abonnez-vous parce qu'il y en aura d'autres. Mettez des pouces bleus, mettez des commentaires. Vous savez qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre force. Partagez les vidéos, partagez la chaîne. Vraiment, c'est important pour nous. Je vous rappelle il n'y a aucune pub sur cette chaîne, il n'y a aucun financement. On tire 0 € de cette chaîne. Voilà, c'est plus de problèmes que de solutions, à vrai dire, pour nous. Et j'espère que pour vous, c'est l'inverse. J'espère que c'est plus de solutions que de problèmes pour vous. Donc, soutenez-nous. À très bientôt. Bye.